Salut à tous, on est le 8 février et on accoste tranquillement au port manette pour faire le tour de ce qui s'est passé dans le jeu vidéo ces derniers jours. Aujourd'hui on va parler du dernier Nintendo Direct, de tourisme et d'Overwatch 2, enfin du 1, enfin vous verrez bien. Je suis avec Anthony. Salut Anto, comment ça va? Salut Josian, ça va bien et toi, comment ça va? Ça va. T'es sur des jeux particuliers en ce moment? À quoi tu joues? Alors, moi, comme tu le sais peut-être, j'ai tendance à jouer avec quelques générations de retard. Oui. Donc, il y a pas mal de jeux que j'ai ratés ces dernières générations. Là, en ce moment, je suis en train de jouer à Quantum Break. Ah oui, c'est quoi ça? C'est C'est juste, le jeu de Remedy sorti. juste 15 ans de retard. Parce qu'en fait, récemment, j'ai terminé Alan Wake 2. Très Et bon du ça. coup, j'ai décidé de me faire une petite rétrospective Remedy Remedy. Entertainment. C'est bon ça. Hmm. Cool. Moi, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais sur la Switch 2, je fais tourner là Grid Legends, un jeu de voiture. Ok. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est les phases de course sont entrecoupées de phases en full motion vidéo avec des acteurs qui essayent de raconter une histoire. Et ouais, c'est marrant. Ok, donc C'est du coup, marrant. ça me rappelle un peu Remedy pour le coup. Ouais, ah, tu vois. on, Ouais. on se touche là. Donc, ouais, On se touche là-dessus. il n'y a pas de coïncidence. Ok. Allez, on va enchaîner parce qu'on a une petite sélection de news assez variée aujourd'hui. Donc on s'installe et on regarde. C'est parti. C'est parti. Alors, premier topic. Des acteurs de Silent Hill F nommés ambassadeurs du tourisme pour la ville japonaise qui a inspiré le jeu. C'est cocasse. Ça vient de chez IGN par Verity Townsend. Alors, dans cet article, on peut y lire 2 acteurs de Silent Hill F ont révélé aujourd'hui qu'ils ont été nommés ambassadeurs du lieu réel au Japon qui a inspiré le décor inquiétant du jeu de survival Horror. Bien que Takeshi Masago et Tamami Hiraoka, reprends-moi Anthony si je massacre les noms japonais, soient les premiers ambassadeurs touristiques liés aux jeux vidéo pour la ville de Gero. Ce n'est pas la première fois que les jeux vidéo sont utilisés pour attirer des visiteurs vers des régions moins connues du Japon. En 2020, l'Office du tourisme de Tsushima s'est associé au jeu à succès de Sucker Punch sur PlayStation, Gods of Tsushima, pour promouvoir la véritable île japonaise. Peu après, des fans se sont réunis pour collecter des fonds afin de réparer l'une des portes sanctuaires de l'île, un torii j'imagine, qui avait été détruite par un typhon. L'année suivante, les développeurs principaux de Ghost of Tsushima, Nate Fox et Jason Connell, ont été nommés ambassadeurs touristiques permanents de l'île pour avoir fait connaître son histoire au monde de manière si merveilleuse, selon le maire de Tsushima, Hiroki Itakatsu. Voilà. Ok. Cocasse. J'ai envie de te poser une question, moi. C'est si demain, dans ton bled, à Tokyo, j'imagine, s'il y a un jeu là qui sort et tu préfères que ce soit un jeu façon Animal Crossing ou un Survival Horror pour faire la promo de ton quartier, de ton bled? Les deux seraient intéressants, mais je dois avouer que ça serait encore plus drôle quand même de voir mon quartier dans une version post-apocalyptique. Ça serait plutôt intéressant de voir ça. Ouais. Donc je pencherais plutôt pour un Resident Evil plutôt qu'un Animal Crossing. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Moi, Et toi, j'imaginais. ton... Ouais, Ouais. ici, j'imaginais ce serait plus je sais pas, un truc cozy farming un peu, parce que c'est la campagne. Hmm. Tu vois, c'est chill, on est au soleil, on bronze, on ratisse. Et Ouais. on est bien, quoi. Non, mais cette news, elle me surprend pas trop parce que je sais qu'il y a beaucoup de villes au Japon qui essaient de promouvoir le tourisme comme ça. Ils essaient de trouver n'importe quelle manière pour pouvoir faire ça. Et du coup, ça Mhm. m'étonne pas Ouais, qu'ils fassent ce genre de choses. au début, je me disais, c'est peut-être beaucoup d'efforts pour un tourisme peut-être un peu niche, mais Hmm. peut-être pas si niche que ça, en fait, hein, au final. Donc c'est... Ouais, cool. Hmm. C'est cool, c'est moderne. Ouais. Pas si niche que ça en plus parce que ces jours-ci, il y a tellement de touristes au Japon que je pense qu'il y a il y a pas mal de gens qui sont intéressés qui ont envie de visiter des endroits moins populaires que Tokyo ou Kyoto qui sont super gavés de monde. Mhm. Donc ça peut être intéressant pour les touristes de visiter, d'aller un peu en dehors des sentiers battus. Mhm. Tu vois, je savais que ton optique, elle serait intéressante sur cette news. C'est pour ça que je l'ai sélectionné spécifiquement pour toi. Allez, on enchaîne avec l'item suivant. Beast of Reincarnation. Je sais pas si tu vois ce que c'est ce jeu. Je sais pas si tu en as entendu parler. Donc, Vaguement. la headline, c'est ça. Beast of Reincarnation n'est pas un Souls-like. Nous l'avons conçu pour qu'il soit agréable, même pour ceux qui ne sont pas doués pour les jeux d'action. Donc, c'est les propos recueillis par Alessio Palumbo pour WCCF Tech.
parce qu'en gros, ils ont eu. Alors, c'est Famitsu qui a fait l'interview avec le directeur du jeu, Kota Furushima. Et donc, ses propos, après, ont été traduits, rapportés par d'autres supports. Donc, sur ce site, Mmh. donc, on peut lire les propos de ce type. Nous essayons de rendre le jeu accessible même aux personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les jeux d'action. Vous pouvez également choisir le niveau de difficulté. En cas de doute, je vous conseille de choisir un niveau plus facile. Ouais. Personnellement, je serais ravi que les joueurs puissent apprécier le jeu en optant pour une approche qui réduit la difficulté grâce au système d'arbre de compétences et au soutien de Ku. Ku, c'est un chien dans le jeu. C'est un gros chien. Mmh. Un gros chien loup. Et alors, euh, j'ai pris cette news, moi, parce que ça me parlait. Parce que j'en ai un peu marre des jeux d'action qui ont l'air cool, et puis quand tu joues, en fait, tu te rends compte que c'est très dur. Et du coup, Ah. j'ai du mal avec les jeux très durs. J'ai pas le temps de me frotter à tout ce qui est difficulté comme ça dans les jeux. Donc je me Mmh. suis dit, voilà, suite aux annonces de sortie de ce jeu, parce qu'en gros, ce jeu, on l'a revu il y a pas longtemps pendant un développeur direct de Xbox. Et donc Mmh. on a eu plein d'images, plein de phases de gameplay, et du coup les gens se sont dit, oh là là, c'est un Souls-like, c'est cool. Et tout de suite après, ah non, non, attendez, on n'est pas non plus trop Souls-like, parlons-en. Donc toi, c'est quoi ta réaction face à ça? Ma réaction face à ça, c'est que je suis plutôt d'accord avec toi. Ces temps-ci, je pense que en vieillissant, je je préfère les jeux qui respectent mon temps Ouais. et j'ai pas envie de j'ai pas envie de c'est bien d'avoir l'option aussi parce que des fois j'ai envie de jouer à ce genre de jeu, mais c'est bien d'avoir l'option de pouvoir se la jouer tranquille, après, quand tu rentres du travail, de pouvoir te caler pépère sur ton canapé et juste passer un bon moment. Mm, Je trouve que c'est ouais, c'est bien d'offrir l'option. Je pense que depuis la Wii et depuis Nintendo particulièrement, tendance à ils ont popularisé les modes très, très faciles, genre les modes histoire ou les modes où tu fais quasiment rien, le jeu joue pour toi et toi tu as des interactions très, très limitées, mais du coup, il y a pas mal de gens qui aiment ça et moi je suis pour proposer cette option. mm, mm. Je suis d'accord. Je partage ton avis. Ce qui a été fait aussi pour, Expédition 33 aussi, ils ont rajouté un mode Ah ouais, histoire pour les gens qui galèrent. Ouais, donc je ok. pense que c'est bien. Ouais. Ce qui est amusant avec ce jeu-là, en gros, c'est un jeu Game Freaks. Donc Mmh. tu sais, c'est le studio qui est généralement Oui, derrière les jeux Pokémon, qui sont pas connus oui, pour oui, être oui, difficiles ou pas accessibles. Et oui. donc là, de les voir explorer un genre nouveau avec des phases de gameplay différentes de ce qu'ils font généralement, de les voir un peu toujours focus sur non, non, c'est accessible, c'est pour tout le monde, c'est quand même chouette. Mmh. Voilà. Ouais, je suis d'accord, hein. Et bah, après cette interview, le jeu est revenu un peu sur mon radar. Je me disais, bon, c'est pas vraiment pour moi, ça a l'air cool, j'aimerais bien jouer, mais j'y jouerai pas. Ah là, je me dis, ah, ok, peut-être. C'est vrai que moi aussi, parfois, quand j'entends Souls-like, ça me refroidit un peu. Ah ouais, ouais. Surtout que la plupart des Souls-like, ils sont pas aussi bons que le jeu original. Ouais. Donc ils sont juste frustrants, en fait. On enchaîne. Changement de nom pour Overwatch 2. Overwatch 2. Blizzard explique ses raisons. Mmh. Donc c'est sur Polygon par Michael McWhertor. Alors on peut y lire. Lors d'une récente visite chez Blizzard, Polygon a pu interroger les développeurs d'Overwatch et les dirigeants de Blizzard sur les raisons de ce revirement radical. Cette décision s'inscrit dans la volonté de réaffirmer le caractère permanent d'Overwatch, ce qui signifie qu'il n'y aura jamais d'Overwatch 3, on retient, et résulte d'un Mmh. effort concerté de dizaines de développeurs au sein de l'équipe. Blablabla. L'histoire est amusante parce qu'en fait, ça fait suite un peu au bad buzz à la sortie du 2, qui donc était. C'était pas un free-to-play déjà, le 2. Il est arrivé, jeu payant, il a effacé le 1 en gros, c'est-à-dire que les joueurs étaient obligés de migrer sur Mmh. le 2 pour continuer à jouer en commu, quoi. Et la justif derrière ce 2, c'était qu'il allait avoir un mode de jeu, en gros histoire, où tu jouais contre des ennemis contrôlés par l'ordi, puis il allait y avoir des arbres de compétences, nanana. Finalement, ça a été annulé. Finalement, le jeu est redevenu free to play. Finalement, le jeu est redevenu Overwatch 1, toujours en étant nommé 2. Mmh. Et donc, bah là, c'est un peu avoué que oui, ils auraient peut-être pas dû dès le départ faire ça. Et allez, on oublie. Ça s'appelle Overwatch. Ouais. Et voilà, on n'en parle plus. Je sais pas si toi, t'es trop dans l'univers des jeux multi comme ça, si tu te sens Bah, concerné. je jouais au jeu à je jouais au Overwatch 1 à l'époque
Et du coup, j'avais été un petit peu, intrigué par la sortie du 2 parce que comme beaucoup de gens, je pensais que c'était un nouveau jeu et au final, non, pas vraiment. Ouais, Je suis pas trop pour ce genre de choses. C'est aussi un peu ce qui avait été fait sur Destiny, tu sais? ouais, rappelle-moi. Destiny 2, au final, est-ce que c'est, Destiny 2, c'était un petit peu Destiny 1, mais avec des choses en plus, Mmh, un nouveau mode histoire, mais que ça reprenait quand même la base du jeu, mais avec des choses qui ont été changées, et des choses qui ont été ajoutées. Au final, c'était un peu aussi, un peu désorientant. Enfin, on se demandait: «Est-ce que c'est une séquelle ou est-ce que c'est le même jeu? Qu'est-ce que c'est au final?» mmh, Donc je trouve ça un peu bizarre quand ils font ça. Je pense ouais, que la raison pour laquelle ils font ça, ça doit être pour relancer l'intérêt autour du jeu, ouais. mais je trouve que c'est pas forcément justifié parce que niveau jeu free to play, j'ai pas mal joué à Warframe, par exemple, Mmh. et c'est un jeu qui existe depuis très longtemps aussi et c'est un jeu qui a eu d'énormes mises à jour, donc à la limite, ils auraient très bien pu le renommer Warframe 2, Warframe 3 au bout d'un moment, après plusieurs années, mais ils ont pas fait ça, c'est toujours Warframe 1 et le jeu est complètement différent de ce qu'il était à la base, C'est vrai, mais je trouve que c'est plus respectueux des joueurs. c'est vrai, c'est vrai. Oui, je pense en fait ce qu'ils font là, c'est ils se payent un peu un soft reboot d'Overwatch. Mmh, ouais. Surtout que, là dans les derniers mois, il y a eu de nouveaux jeux multi qui sont arrivés, qui ont bouffé un peu des parts de marché chez les autres. Tu sais, il y a Arc Mmh, Raiders qui a pris de la place. ouais. Tout récemment là, il y a mince, j'ai déjà oublié son nom. Un jeu qui est sorti, un peu, sans trop de fanfare et qui est déjà un petit peu oublié là. Tu vois ce que c'est ce truc-là là? Celui qui avait été annoncé dans les Game Oui, Awards? c'est ça, le Highguard? voilà, le High Guard. Et donc Ouais, c'est un peu Overwatch qui arrive en disant: «Hé, on est là, on est quand même un jeu, ouais. suivi. Et puis, Mmh. voilà, faisons un soft reboot et refaisons revenir les gens vers nous un peu». Donc ouais, Oui. à suivre. Blizzard, ils ont tendance à faire prendre des décisions un peu étranges comme ça, par rapport à Diablo ou Overwatch ou Ouais, c'est vrai. C'est pas c'est pas la première fois qu'ils frustrent leur public. non. OK, next. Sony dépose un brevet pour une manette adaptative avec des configurations de touches virtuelles. Ça fait beaucoup de mots compliqués. Alors le brevet Mmh. décrit un dispositif, alors c'est sur Insider Gaming, Robert De Felice qui rapporte ça. Le brevet décrit un dispositif de contrôle doté d'une interface tactile capable de se reconfigurer dynamiquement. Contrairement aux manettes traditionnelles à bouton fixe, cette technologie permettrait à l'interface de changer de forme ou de disposition selon les besoins spécifiques d'un joueur ou d'un jeu particulier, offrant une solution d'accessibilité sans précédent où les boutons pourraient être placés là où l'utilisateur en a le plus besoin sur la surface. Je t'ai mis en pièce jointe là les Mmh. schémas du brevet où tu Ouais. vois une manette avec la croix directionnelle et les boutons plus haut que là où le user a son pouce. Et puis soudain, Mmh. la croix descend, les boutons descendent et voilà, le user est content. Bon. Ouais. Mmh, il y a deux façons de voir ça. C'est Mmh. s'ils comptent sortir ça grand public, je pense pas que ça va marcher parce que le côté non tactile du bidule, ça va pas faire rêver Mmh. les joueurs. Donc ce serait un peu un gadget. Mais s'ils le sortent avec le côté, c'est un accessoire, c'est l'accessibilité, c'est pour que tout le monde puisse jouer. Tout le monde n'a pas la même Mmh. façon d'appréhender, voilà, les objets avec leurs mains leurs mains et autres. Dans ce cas-là, c'est une bonne idée, ça peut être intéressant, ouais. Tu dois jouer avec un truc comme ça, toi? Pas vraiment, non. Pas vraiment, Je ouais. pense que c'est quand même important d'avoir un vrai retour, avoir un objet physique sous tes Mmh. pouces et même s'il y a un retour haptique, je pense que ce sera jamais aussi bien qu'un vrai bouton mécanique traditionnel. Ouais, des boutons que tu sens même sans les regarder, quoi. Où tu sais où tu te trouves sur la Ouais, manette sans regarder la manette. ouais, ouais. Après c'est juste un brevet, ça veut pas dire qu'ils prennent ça sérieusement non plus. Ouais, ça veut juste dire, qu'ils veulent juste occuper l'espace. Si jamais quelqu'un a l'idée, ils Oui, pourront dire: «Non, non, c'est à nous, payez-nous». ouais, ouais, ouais. Ouais. Et Après ben, après si c'est pour l'accessibilité, c'est très bien. oui, dans ce cas-là, oui, il y a rien à dire. C'est chouette. Ouais. Et dans le même genre de brevet, bizarre, le suivant, c'est Sony dépose un brevet pour des podcasts générés par, intelligence artificielle. Alors c'est sur Polygon par Austin Manchester. Sony explore une méthode permettant d'extraire automatiquement des données de jeu, telles que les moments forts d'une partie, les statistiques de combat ou les choix narratifs, pour les transformer en un podcast audio scripté et narré par une IA.
Ce système permettrait aux joueurs de consommer du contenu lié à leurs propres aventures ou à l'actualité de leur jeu préféré sous un format radio personnalisé, idéal pour être écouté pendant les déplacements ou les pauses. Alors du coup, moi je dis ça, je m'imagine allumer ma Play avec Kratos qui me raconte que Kikulo le 31 a battu mon chrono à Gran Turismo. Tu vois, réaction un petit peu viscérale de waouh, non, ça me plaît pas, je suis vieux, laissez-moi tranquille. Mmh. Donc j'espère que, comme tu dis, c'est encore un brevet qui va rester voilà, juste sur une pile de brevets sans jamais vraiment être appliqué, mais voilà. T'en penses quoi, toi, de ces Ouais. trucs-là? Ah bah, du coup, celui-là, je le trouve plus réaliste. Je vois que j'imagine que ça pourrait vraiment arriver. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'en pense pas grand-chose. Je suis pas forcément On a contre au final. on n'a pas envie d'en penser trop. On n'a pas Non, c'est pas pourquoi pas? Parce qu'après l'IA, ça peut avoir des applications intéressantes. Je suis contre quand ça vole le travail des gens, mmh. quand les gens se font virer parce qu'ils se sont fait remplacer par une IA. Mmh mh. Mais là, ça remplace pas vraiment, un humain. Enfin, Mmh mh. c'est pas un travail qui existe, en ce moment, c'est juste un truc optionnel, donc je suis pas forcément contre. Moi, ça m'intéresse pas, mais je suis pas forcément contre ça. Mmh. Si ça reste optionnel, non intrusif, qu'on peut l'éteindre quand on veut pas Ouais, l'avoir, ça va. ouais. Sinon Oui, non oui, merci, oui. ouais. OK, Ouais. next. On parlait de jeux multijoueurs tout à l'heure qui avaient plus ou moins de succès. PlayStation et Guerrilla annoncent un jeu Horizon coopératif et tactique. Horizon Hunters Gathering. Donc on peut lire ça sur Video Games Chronicle par Andy Robinson. Donc d'après une vidéo d'annonce qui est sortie plus tôt dans la semaine, là. Enfin il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. Le jeu permet à 3 joueurs de faire équipe en tant que chasseurs pour protéger un monde menacé par des machines mortelles. Au lancement, il sera possible de jouer à Hunter's Gathering en solo avec des PNJ, des personnages non jouables, ou avec d'autres joueurs en coop, a précisé Guerilla, mais seule cette dernière option sera dispo lors des prochains tests publics. Selon le studio, le titre propose une campagne narrative qui introduira de nouveaux mystères, personnages et menaces dans l'univers existant Horizon. Je sais pas si t'as vu la vidéo, à quoi ça ressemble ça. Pas. Oui, Oui. c'est plutôt insipide, hein, le genre. C'est Vi- un peu décevant. Visuellement, ouais, c'est un peu. Enfin, je pense déjà que ça s'adresse pas à notre tranche démographique à nous. C'est vraiment codé pour les zoomers, Mmh, codé Fortnite, codé Overwatch, on va dire même. Où, ouais, tu vois, tous les persos, ils ont cette animation et ce smile DreamWorks, là, le sourire en coin. Et puis le jeu en ouais, c'est un peu lui-même, un il n'a pas l'air vraiment intéressant. non, bah, c'est un peu un Monster Hunter pour le marché, américain. Enfin, Ouais, le marché de l'Ouest au Japon, Monster Hunter est très populaire et ça, c'est un peu le même concept au final, j'imagine. Chasser ouais. des gros monstres en coop, Mm, mm. mais avec un style plus à la Fortnite, donc il pourra peut-être charmer plus les adolescents ou jeunes adultes, C'est ça, de l'Ouest. c'est ça. Et du coup, ouais, quand je regardais cette vidéo d'annonce, où, bon, déjà, voilà, pas très inspirant. Et ce qui était amusant, Mmh. c'était dans les tout premiers extraits pas du jeu, mais les extraits en studio où on voit les développeurs parler du jeu. Le Mmh. directeur de Guerrilla qui limite s'excusait en mode attention, ce que vous allez voir, bon, promis, on fait pas que du multijoueur, on est encore en train de faire des jeux solo, promis, promis, hein, mais un peu comme si tu vois, il savait que les gens qui aimaient Horizon n'allaient pas forcément être intéressés par ce jeu-là. Ouais. Donc bon, ça m'a fait un peu cet effet. Je me suis dit, mince, Ouais, c'est ouais. dommage, j'aimerais bien plutôt une suite peut-être. Et bon, Oui. Bah, surtout qu'aujourd'hui, j'ai vu une autre news du même, personnage du coup, qui disait que parce qu'ils sont en train de travailler sur ce jeu, ils ne peuvent pas travailler sur Horizon 3. ouais, c'est ça. C'est le genre de truc, Donc ils font du pas coup, à plaisir. cause de ce jeu, ben, on va être obligé d'attendre pour avoir un vrai jeu. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu en colère par rapport à ça. Mm, mm, tout à fait. Ça vole des ressources pour développer, le vrai jeu. Ouais, et pour moi, un peu, ça s'inscrit dans cette frustration où j'ai l'impression, tu vois, sur Play, j'ai l'impression que j'ai pas commencé vraiment à jouer avec. Parce que cette espèce de focus qu'a eu Sony de vouloir sortir à tout prix des jeux multi, en lancer, je sais pas, 12 en concurrence, en développement, et avec Mmh. aucun qui sort quasiment. Bon, Ouais. un peu naze, je trouve, là, pour l'instant.
Donc C'est un pareil, marché hyper saturé, donc ouais, c'est, compliqué, ouais. Donc on verra. Bonne chance à eux. Et on enchaîne avec la news suivante. Ça aussi, je sais pas si tu avais suivi vraiment les annonces concernant les prochaines machines Valve. mmh, Donc Valve confirme le report des prix et des dates de sortie de la Steam Machine dû à l'explosion du coût des composants. Donc c'est aussi sur Video Game Chronicle par Andy Robinson. Dans un billet de blog publié mercredi, Valve a déclaré maintenir son intention de commercialiser son PC aux allures de console ainsi que son casque VR au cours du premier semestre de cette année, tout en précisant avoir besoin de plus de temps pour fixer des prix et des dates de lancement concrets pour nous annoncer en gros en toute confiance la suite, quoi, pour qu'ils puissent la lancer. Lorsque nous avons annoncé ces produits en novembre, nous pensions être en mesure de partager des prix et des dates de sortie dès maintenant. Mais les pénuries de mémoire et de stockage dont vous avez probablement entendu parler dans toute l'industrie se sont rapidement intensifiées depuis. Blablabla. Notre objectif d'expédier les 3 produits au cours du premier semestre de l'année reste inchangé. Donc les 3 produits, c'est Steam Machine, donc le mini PC, Steam Frame, le mmh, nouveau casque VR, la suite de l'index, et la nouvelle manette aussi. mmh. Donc ouais, ça c'était annoncé en novembre, mais c'était annoncé déjà alors qu'il y avait ces histoires de pénurie de mémoire et de hausse des prix. Et à l'époque, les premières estimes, c'était genre 700 € environ plus pour la machine, Mmh. 900 plus pour la frame. Bon, là, je pense que ça va clairement exploser. T'imagines à combien, toi, Ouais. la sortie de ces trucs-là là? Bah, je sais pas vraiment ce qui sera à l'intérieur, mais il me semble que déjà à la base, les premières estimations, par rapport aux premières estimations, c'était cher par rapport à ce que c'est, par rapport Ouais, au spec qu'il y a à l'intérieur. ouais, Donc ça te coûterait moins cher de te construire ton propre PC avec les mêmes composants. Ouais, bah, ça s'adresse à un certain genre de personnes, je pense, ceux qui ont l'argent et qui ont pas envie de se prendre la tête à se faire un PC avec tous les problèmes qui peuvent, mmh, accompagner ça. Mais ça va, je pense que ça va être beaucoup plus cher du coup, ouais, parce qu'en 1 an, les prix, moi, ma carte graphique que j'ai achetée l'année dernière, par exemple, en 1 an, elle a quasiment doublé de prix. ouais, ouais, Donc ça va coûter assez cher, je pense. ouais. Je vois bien, les 2 être largement au-dessus des 1 000 € Mmh, et du coup, ça va être sûrement un lancement très compliqué pour Valve. Arriver à justifier le je pense, ouais, prix et être un peu les premiers appareils qui sortent dans ce nouveau contexte, quoi. En mode, ouais, heu, les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi ce truc-là sort aussi cher alors qu'ils peuvent avoir une Switch à moins cher. Et justement, ça fait écho à une ouais, news, qui est c'est plus bas dans la liste, à propos d'une mmh potentielle mh, hausse mmh. des prix, Switch. D'ailleurs, Ouais, on donc va y du aller coup, c'est direct. un mauvais timing. Mauvais timing. Mmh, Et du coup, comme je disais donc, Nintendo examinera attentivement une éventuelle augmentation des prix pour la Switch 2 chez Nintendo Life par Holly Reynolds. Donc Shuntaro Furukawa, hein, c'est bien ça? J'ai bien dit? A parfait. souligné que, face à l'augmentation drastique des coûts des composants et à la volatilité des devises mondiales, l'entreprise doit équilibrer sa rentabilité tout en s'assurant que la console reste un produit de divertissement familial accessible. Chaque décision concernant le prix de lancement de la Switch 2 sera prise après une analyse rigoureuse de la valeur technologique proposée et du pouvoir d'achat des consommateurs. Donc on est sur le même sujet, des produits qui vont sûrement prendre plusieurs euros. Donc là, pour rappel, Mmh, ici, c'est 420 € la console seule. Chez toi, il y a le modèle spécial Japon qui est environ à 310 €. ouais. Et le bundle Mario Kart, ici, c'est 470 €. Je ne sais pas jusqu'à combien ils seraient prêts à monter pour couvrir leurs frais. Et je vois bien, ouais, je vois bien le bundle MK sortir à un peu plus de 600 peut-être bientôt. Et Ouais, toi, le modèle à 310 déjà, il t'intéresse à ce prix-là? il m'intéressait, mais du coup, il me semble que c'est pas possible de changer la langue. Non, Tu es obligé de laisser la console en japonais, ouais, elle est donc du région coup, c'est lock, un ouais. peu difficile. Ouais, mon japonais est pas suffisamment bon pour ça. Donc pour moi, le prix de base, genre le prix de la console en Europe, c'est le prix que je suis prêt à mettre dans cette console, mais plus Mmh. cher, non merci. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, justement donc, l'intérêt du public face à cette console, pour ce prix-là, pour plus, on va voir ce que ça fait. L'item suivant là, c'est la Switch 2 a dépassé les ventes totales de la Wii U en ce moment 7 mois, donc ce titre, il est un peu accrocheur, mais en fait, c'est un topo
du nombre de Switch 2 qui s'est vendu jusqu'à présent. Donc on peut lire Mmh. ça sur GameSpot par Darin Bontuis. Donc Nintendo a publié ses résultats financiers au 31 décembre 2025. Et outre des chiffres impressionnants pour sa nouvelle console Switch 2, a confirmé que la Switch originale reste sa console la plus vendue de tous les temps. Donc sa console, hein, c'est la console Nintendo, pas la console la plus vendue de tous les temps. Bien qu'elle n'ait Mmh. pas détrôné la PS2, qui elle est la plus vendue de tous les temps, la Switch a franchi le cap des 155 000 millions d'unités vendues. Compliqué à lire. Ce nouveau chiffre relègue la Nintendo DS à la troisième place du classement des consoles les plus vendues. Nintendo prévoit de vendre 750 000 consoles Switch en plus jusqu'à en gros avril. C'est leur fin d'exercice fiscal. Début avril Mmh. même. Ça se termine début avril. Quant à la Switch 2, les ventes s'élèvent désormais à 17 millions. Nanana. Ces chiffres dépassent celui de la Switch de 10 millions d'unités si on compare les périodes pour l'instant de vie de la Switch 2. Et la Switch 2 a déjà dépassé les ventes totales de la Wii U en quelques mois. Et bientôt dépassera Mmh. la GameCube. Donc, petit récap, parce que c'est un peu plein de chiffres méli-mélo. Donc la Switch 1, c'est la console Nintendo la plus vendue. C'est la deuxième console la plus vendue au monde. La PS2 Mmh. reste la console la plus vendue au monde. La DS, c'est la seconde console Nintendo la plus vendue. Et c'est la troisième console la plus vendue au monde. La Switch 2 s'est vendue plus vite que la 1 dans la même période de temps. La Switch 2 c'est déjà plus vendue que la Wii U et rattrapera bientôt la GameCube. Et alors du coup on parlait de hausse des prix potentiels. Est-ce que tu vois cet élan freiné par une hausse des prix? Oui, Oui, oui monsieur. oui, Ouais. oui. Bah, tout devient plus cher ces temps-ci, non seulement les jeux vidéo, mais la vie en général. Donc je pense que les gens vont avoir moins d'argent dans les, mois ou années qui viennent à Mmh. dépenser dans ce genre de choses. Donc, ouais, je pense que ça va définitivement impacter les ventes. Peut-être pas drastiquement, mais ça va définitivement impacter les ventes. Des gens comme moi, par exemple, qui n'ont pas encore la Switch 2 et qui auraient pu être intéressés par l'acheter éventuellement dans quelques mois, Mmh si le mh. prix augmente, je sais que je vais repousser mon achat. Donc, Mmh mh. Ouais. Drôle de période. Déjà la mmh, sortie de la Switch 2, c'était pendant un peu la crise des taxes aux US où, les consommateurs ouais, américains savaient pas trop, à quel tarif ils allaient pouvoir acquérir la console. mmh, Bon finalement ils ont réussi à trouver un bon juste milieu entre pas de perte chez Nintendo et un prix, qui reste assez quand même encore accessible. Bon, ben, on va voir ce que ça fait là. On va voir ce que ça va devenir. Et donc tu parlais d'intérêt justement, est-ce que les gens restent intéressés par la console, tout ça? Il y a quelques jours, Nintendo Direct, à propos de la sortie de prochains jeux, heu, tiers, donc d'éditeurs tiers. Donc j'ai mmh, j'ai sorti 2 news à ce sujet-là. La première c'est sur MMORPG par Christina Gonzalez, qui nous dit: «Final Fantasy, Bethesda et Valheim, les points forts du Nintendo Direct». Le Nintendo Direct d'aujourd'hui, donc c'était, jeudi, a marqué les esprits par la densité des annonces tierces, confirmant que Bethesda continue de miser sur la plateforme avec plusieurs titres majeurs arrivant simultanément. L'annonce de Valheim avec un support multijoueur complet et l'arrivée de nouvelles collections Final Fantasy démontrent que la console devient une destination incontournable pour les franchises historiques du PC et des consoles de salon. Et on complète ça avec une news aussi de Nintendo Life par Jim Norman, qui met en avant une infographie qui est sortie. Nintendo a sorti ça pour un peu résumer tout ce qui s'était dit. Et donc l'article nous dit, pour aider les joueurs à s'y retrouver dans la transition entre les deux modèles de console, donc Switch 1 et 2, Nintendo a publié un guide visuel distinguant clairement les jeux cross-gen de ceux exclusivement réservés à la puissance de la nouvelle Switch. Cette infographie rassure également les propriétaires de la Switch actuelle en montrant que de nombreux partenaires tiers continueront à supporter l'ancien modèle tout au long de l'année 2026. Euh, tu, tu vois quoi, toi, qui t'intéresse sur cette liste-là? Toi, le consommateur qui n'a pas encore de Switch 2. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ah, ah, te ah. faire basculer? Hem, qui pourrait me faire basculer moi personnellement, non, Toi, parce que personnellement, ce sont des jeux qui a juste un quoi? T'as juste un PC avec toi, là? Un PC costaud? j'ai juste un PC, du coup, j'ai accès à la plupart des jeux multiplateformes, Mmh. donc je pourrais avoir le même jeu sur PC, mais en plus joli. Mmh. Donc je suis pas forcément, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait les jeux Nintendo ou les jeux, les exclusivités. Mmh.
Mais après pour les gens qui utilisent la Switch 2 pour les jeux multiplateformes, si j'étais dans ce cas-là, je dirais que Pragmata m'intéresserait beaucoup, Mmh mh. Resident Evil 9, Requiem Mmh. et potentiellement Final Fantasy aussi. Mmh. OK. Et Tu toi? moi moi, c'est compliqué. Parce que pareil ici, j'ai un PC pas trop pourri et j'ai les consoles de salon modernes, PS c'est quoi la dernière? C'est la 5. 5. Et là j'ai buggé, j'étais là: «Il y a pas 6 déjà? Non?» Et la Xbox Series X, ça fait que Ah, c'est la plupart des jeux, je pourrais les avoir aussi sur les consoles de salon, et les faire tourner un peu mieux. ouais. Mmh. Mais en même temps, ma façon de consommer les jeux est en train de changer radicalement. Maintenant, je suis en train de shifter vraiment vers Oui. les consoles portables et les expériences que je peux Mmh. vraiment transporter et jouer, par courte session. Donc, en fait, maintenant, je me mets à regarder, les Resident Evil et les FF et tout ça. Je me dis: «Mince, ouais, ce serait peut-être pas mal, en fait, sur Switch 2 plus que sur le canap'». Ouais, bah, Donc, surtout qu'ils sont pas dégueux apparemment en plus. et surtout que pour une fois, ça y est, enfin, sur portable, le jeu, c'est pas, une version dégradée, à mort du du jeu salon. Et donc c'est pour Mmh. ça, je suis en train de voilà, je suis sur une bascule là, et je sens que je bascule du côté de la portable. Mmh. Et tu vois le logo Tokyo Scramble là à gauche? Tokyo Scramble, oui. Tokyo Scramble. À ton avis, c'est quoi ce jeu? Petit quiz. Rien qu'avec le titre ou quoi, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah! J'en ai aucune idée, j'en ai pas entendu parler. Tokyo Scramble, est-ce que c'est un jeu, je m'imagine le Scramble Crossing à Shibuya. Mmh. Est-ce que c'est un jeu de mots sur ça? Non, Non? je sais pas Absolument trop à aucune quoi le idée. Scramble fait référence dans le titre. C'est un jeu de survie qui se passe à Tokyo. Donc tu incarnes une héroïne qui, essaye de survivre dans les je sais pas, on dirait les ruines du métro, Tokyo Heat. Et tu es, Mmh. pourchassé par des dinosaures? Ah! OK, je Et pense que donc OK, ça m'intéresse. mmh, Vas-y, dis-m'en plus. donc c'est de la survie, il y a pas d'attaque vraiment, mais tu peux piéger les dinos pour, t'échapper. Donc, tu vois des séquences où, attention, c'est c'est un jeu un peu junk, hein, ça a l'air, pas trop fini. Mmh, Mais tu vois petit budget. petit budget, tu vois des séquences où l'héroïne, utilise une grue pour piéger un dino, pour pouvoir s'échapper et des phases de poursuite, voilà. Et je m'étais dit: «Tiens, OK. ça je pense que s'il a pas vu, il faut que je lui mette sous le nez ça». Je suis en train de regarder quelques images, ça peut être drôle à voir. À voir. L'autre truc aussi qui nous a tapé dans l'œil là, c'est Orbitals. C'est un, donc c'est un jeu coop, forcé coop. Coop local ou coop aussi en ligne, je crois, d'après ce qu'on peut lire sur leur fiche. Mais ce qui est, cool avec ce jeu, c'est la patte graphique. Ils reprennent le style graphique des animés des années 80 avec vraiment, Oui. des contours un peu grossiers des personnages là qui vraiment super bien fait, donc ça dommage que ce soit coop, mais Mmh. graphiquement waouh quoi. Le style est vraiment trop cool. Je me souviens avoir vu le trailer à l'époque, ouais, ça a l'air intéressant. Ouais. Et l'autre truc qui est amusant à regarder pendant ce direct là, c'est, donc pas mal de jeux matures dans la liste, hein. Il y a Jones, Resident Evil. Il y a quelques jours, c'était à quelle occasion? Bah, c'était pendant une espèce de Resident Evil Direct aussi. Enfin, c'était pas par Nintendo, c'était, Capcom qui montrait ça, qui révélait un peu la nature des séquences entre, les différentes séquences entre ce que fait Léon et ce que fait le personnage féminin. Mmh. Et les phases Léon, ultra gore avec Léon qui décapite des zombies à coups de coups de pierre tournés et de tronçonneuses. Et donc Ouais, là, on ouais. voit la même chose dans le direct de Nintendo, mais sans les décapitations, sans le gore, et avec des séquences où Léon tire à côté des zombies, mais comme si c'était un joueur, novice qui savait pas viser. Ah, Et donc d'habitude, ils font ça, ils censurent un peu leurs trailers, ils les rendent, tout public, pour pas qu'ils aient à censurer justement la conférence, quoi, le direct. Mais là, ouais. ça c'est plus vu que d'habitude, le côté, je tire à côté, je tire mal. Donc ça se voyait dans Resident Evil et dans Indiana Jones aussi, où il y a une séquence où tu es sur un bateau et tu mitrailles, un bateau voisin, et le Mmh. personnage fait, zéro effort pour viser le bateau, il tire dans l'eau juste pour montrer que enfin, il y a de l'action, waouh, voilà. Donc toujours amusant de voir Nintendo essayer de commercialiser des jeux matures et pas vraiment y arriver, quoi. Et
Niveau C'était marketing, c'est dur, intéressant hein. parce que du coup, j'ai l'impression que Nintendo est en train de faire un 180 parce que pendant l'époque de la Wii et Switch 1, avec des jeux comme Bayonetta et essayer d'avoir des jeux plus adultes sur la plateforme Ouais, pour attirer un plus large public. Mais j'ai l'impression qu'avec la Switch 2, ils font un petit peu un 180 et ils ont recommencé à censurer pas mal de choses. Il y avait aussi un jeu qui, Dispatch, tu sais, tu as Dispatch. entendu parler de ce qui s'était passé? Ouais, ouais, ouais. Donc ça ressemble un peu à un retour en arrière, ceux qui sont en train de faire. Ouais, ouais. Dispatch, ouais, c'était vraiment bizarre en plus parce que ça faisait suite un peu à on se disait avec la sortie de, Cyberpunk où il y a Mmh. des nénés, des zizis et des godemichés partout dans la ville et Ouais. 0 censure. On pourrait se dire que Mmh. ce jeu, Dispatch où il y a pareil des contenus matures, on pourrait le voir sortir de la même manière qu'il est sorti sur les consoles voisines, sans censure. Ouais. Bon, ben là, bon, apparemment, des petits couacs. Et ça m'étonnerait pas qu'on en reparle bientôt de ça parce qu'apparemment ils sont en train de travailler avec Nintendo pour sortir une version non censurée ou moins censurée. Voir Mmh. ce qu'ils seront en mesure de sortir, quoi. OK. Voilà, voilà pour les news. C'était pas mal de sujets traités. Hem, les jours passés, il y a eu 2 grosses sorties. Donc on fait une petite synthèse des avis et critiques. Donc le premier c'est pour Dragon Quest VII, qui est un un remake, ils appellent ça le Reimagined. C'est un remake d'un Mmh. vieux jeu, Dragon Quest et du coup, bien reçu, 17/20 sur jv.com et 9 sur 10 sur Nintendo Life et en gros, ce qu'on peut lire dans les conclusions, c'est, bah, c'est pas un remake raté, c'est un remake qui modernise, mais c'est un remake qui peut aussi peut-être frustrer les fans de ce qui rendait charmant ces Dragon Quest, c'est-à-dire le grind à gogo, le côté un peu Mmh. hermétique de certaines, phases de gameplay. Et mais ça me dérange pas moi, personnellement. Justement de le voir bien reçu Ouais. et de lire ça, je me dis: «Ah tiens, peut-être que si je me remets à faire un RPG bientôt, ça pourrait être celui-là». Surtout Ouais. qu'apparemment il a une structure, un peu épisodique, de par les sujets qu'il traite, je crois. Mmh. Ça se focus sur un personnage, il me semble que c'est ça, il y a des petites trames qui sont digestes et qu'on peut enchaîner facilement, donc ça pourrait être pas mal ça, au final. OK. Ouais. Et sinon, également sorti cette semaine, Nioh 3, 18/20 sur jv.com, 90/100 sur PC Gamer. Donc on parlait de Souls-like au début de l'épisode, c'est un Souls-like. Et Ouais. on peut lire par exemple sur PC Gamer, Nioh 3 et tout ce que j'attendais d'une suite de Nioh 2, et pourtant c'est tellement plus encore l'un des meilleurs Souls-like à ce jour, waouh! Tout ça, Mmh. bon, ça a l'air bien, mais j'y jouerai pas parce que ça a l'air dur et ça a l'air long. Oui, j'avais joué au 1 et c'est un Souls-like, mais c'est encore plus complexe et encore plus difficile parce que tu as un système de stance et tu dois Mmh. modifier un peu, genre garde haute, garde basse, ce genre de choses, c'est super, super compliqué et je suis pas contre les jeux difficiles, mais ce genre de jeu-là, hyper complexe comme ça me frustre aussi. Surtout que là, tu parles dans le 1, il y avait les différentes positions, les postures à adopter. Je crois que là, Ouais, ouais. maintenant en plus de ça, il y a le mode ninja samouraï où tu peux switcher en live entre ninja et samouraï. Et je pense que chaque Mmh. personnage a ses propres après, chaque facette a ses propres, postures et subtilités. Donc ouais. Ouais. Après, il y a un public pour ça et apparemment, Mmh, ouais, d'après ce que j'ai entendu, il y a de très bons retours sur ce jeu. carrément, ouais. C'est cool. Il en faut pour tout le monde après tout. Tout à fait. Et dernière review, c'est pour, Mewgenix. Ah. Pareil, c'est pris un 19/20 sur JV. Début d'année très fort en termes de sortie déjà là. Beaucoup de grosses notes. Et donc Mewgenix, c'est quoi? C'est, en fait, c'est le nouveau projet du type qui a fait, Super Meat Boy et Binding of Isaac, je crois. Oui, c'est ça. Mmh. Et donc c'est un tactical RPG, roguelite qui est pareil, bien reçu apparemment, il y a que des bonnes idées dedans, il y a que des bonnes surprises. Mmh, ça sur le papier, ça me plaît, mais pour être super superficiel, je vois le visuel du jeu et en fait, je suis pas attiré. C'est pas le style graphique qui me plaît, tu vois? Ce genre de Ouais, cartoony trash destroy un peu là, un ouais. peu Burk. Ouais, Mmh. j'ai pas envie de me plonger des heures dans cet univers-là. En plus là, c'est des chats cradingues. Ah, ça me fait pas rêver en fait. Voilà. Ouais, bah, pareil pour moi, le jeu a l'air intéressant. J'étais même à 2 doigts de l'acheter hier
Ah ouais? Mais ouais, le style ouais, parce que j'ai commencé à switcher sur les roguelites depuis Hades. Je jouais à beaucoup plus de roguelites qu'avant. Du coup, celui-là m'intéresse aussi, mais il manque quelque chose pour me faire basculer pour le moment. Mmh, OK. Donc voilà, ça c'était pour les sorties de la semaine. Ce qu'il faut surveiller pour les prochains jours, la prochaine semaine, donc Mugenics sort, je crois qu'il sort le 10 Mmh. février. Pareil le 11, il y a Yakuza Kiwami 3 et Dark Tales, donc c'est un remake de Yakuza 3 qui sort avec une extension. Et des rumeurs de State of Play PlayStation aussi la prochaine semaine. Donc du nouveau matos pour faire un nouveau podcast, ça va être intéressant. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode. Lançons la musique Ouais. d'outro. Merci Anthony. C'était un plaisir de discuter Merci avec Josian. toi. Merci à moi. Mais oui. Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés, s'il y en a. Que ce soit dans vos oreilles, vos voitures, vos maisons, si ça vous a plu. Partagez ça avec vos potes et vos potesses. Nous, ça nous ferait super plaisir. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour la suite. Et puis d'ici là, jouez bien. Gardez le cap. Ciao Anto.